Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la session 8 de l'affaire Armitage. Alors en préambule de ce débriefing, je voudrais dire que c'est la première, cette session 8, c'est la première en direction du final, puisque là on a un nombre de séances qui a été fixé, on sait qu'on va jouer 10 séances, donc durant cette séance 8, ça va être le moment où je vais devoir commencer à aller vers cette fin. Pour faire ça, je rappelle que l'affaire Armitage, c'est une campagne qui est improvisée. Hein, y a pas de, les scènes ne sont pas décrites. Et donc pour faire ça, j'essaye de m'appuyer sur quelques principes, des principes d'improvisation. Donc le premier principe, ça va être donc d'essayer de réintégrer des éléments qui ont déjà été mis en place auparavant, soit par les documents, soit par ce que les PJ ont déjà pu accomplir comme action. Et puis ça va être aussi d'annoncer ce qui est à venir, ce que je sais qui va arriver dans les documents suivants, dans le but de donner davantage de cohérence, hein, de consolider toujours le récit. S'il y a des rappels de ce qui s'est passé avant et s'il y a des annonces de ce qui se passe après, ça aide à créer des liens et à donner de la solidité à l'ensemble, je pense. Alors la position du meneur de jeu dans une campagne qui est improvisée comme ça, elle est un peu délicate, elle est paradoxale, puisque en tant que meneur de jeu, on doit mener la campagne quelque part, hein, on doit aller dans une certaine direction, on va avoir quand même une petite idée de là où on va pour ne pas se perdre. Et en même temps, on doit pas oublier de suivre aussi les joueurs. Donc on est un peu entre ces deux pôles, hein, mener et suivre. Hein. D'ailleurs, ils en parlent dans le livre de la campagne, hein, de cette tension entre les deux. Et donc il faut essayer de tracer sa route entre ces deux points-là. Donc l'idée c'est aussi, hein, suivre, ça veut dire aussi accepter, hein, les propositions des joueurs. Là, quand les joueurs décident de suivre une piste d'un des documents, ça doit mener quelque part, je dois leur donner quelque chose pour que ça avance et pour que ils puissent au moins réagir, que leur personnage puisse réagir à quelque chose de nouveau et aller de l'avant. Et donc l'idée c'est de ne pas de générer de blocage, hein, qui est toujours quelque chose qui puisse avancer dans cette campagne. L'idée aussi, hein, dans le principe de réintégrer des choses qui ont été déjà mises avant ou d'annoncer des choses qui vont arriver après, c'est aussi de s'appuyer sur les motifs, hein, de la campagne. Donc là, il y a un motif autour du temps, il y a un motif autour de la division, de la gémilité, etc. Donc c'est des motifs que j'essaye de mettre en place et de souligner dès que c'est possible. Voilà, donc ça c'est pour essayer d'arriver à une fin un peu cohérente, hein. J'y reviendrai par la suite, hein, dans un prochain débriefing sur ce final, quelle forme il peut prendre. Là maintenant je vais reprendre un peu le déroulé de la session, hein, pour voir un petit peu comment ça s'est mis en place et pourquoi ça s'est organisé comme ça. Tout d'abord, j'ai commencé la séance par un cauchemar, le cauchemar de Dorothy. L'idée là, c'est aussi de reprendre des éléments de l'univers de Lovecraft. Hein. En l'occurrence ici, je voulais faire quelque chose, une scène un peu dans l'idée des contrées du rêve, et notamment la nouvelle sur la quête de Kadat l'inconnu, la catonerie de Kadat l'inconnu. Voilà, donc je voulais l'amener un peu dans ces paysages un peu curieux et mettre en place les chochos, hein, puisque c'est eux qui font le rituel, et pour, encore une fois, créer un rappel de l'annonce de sa mort, hein, qui avait été donnée dans un document précédent par un poison. Et donc je voulais que ce soit réintroduit. Ça me paraissait difficile de faire intervenir les chochos dans le cadre d'Arkham, donc ça me paraissait intéressant de le faire dans un cadre onirique. Sachant que voilà, l'univers onirique a une certaine réalité aussi, je trouve, dans l'œuvre de Lovecraft. C'est-à-dire il s'y passe des choses qui peuvent avoir un effet concret aussi sur les individus. Ensuite, il y a le petit passage avec le docteur Dick,
L'idée, c'est encore une fois là de rappeler le passage de l'entretien avec Aurora, qui avait eu lieu quelques séances plus tôt, où le docteur Dick était apparu comme un homme assez étrange, un petit peu curieux, en tout cas comme thérapeute. Donc là, c'était pour renforcer aussi ce point-là. Et puis, c'est une histoire d'annoncer aussi ce qui va suivre, puisque le docteur Dick est évoqué dans le document 9, 9e document, d'une façon un petit peu étrange. Et en tout cas, il est présenté d'une façon un peu inquiétante aussi dans ce document 9. Donc voilà, je voulais semer une graine par rapport à ça. Donc ça, c'est le but aussi de cette séquence. Le but, c'est aussi de faire exister le personnage de Dorothy dans sa réalité. Hein. Elle est passée d'un univers onirique avec son cauchemar à la réalité de son travail quotidien. Donc essayer de jouer un petit peu sur les deux univers. Et puis ensuite arrive le moment, donc le périple à Ipswich. Donc donc vers cette foire. Là, la description de la foire, elle est disponible dans le livre. Comme d'habitude, c'est une banque de description. Et là, c'était intéressant pour moi de reprendre. Ici, on avait donc un œil fixe peint décore la tente rouge d'une tireuse de cartes. Voilà, ça me paraissait intéressant de reprendre cet élément de description, puisque l'œil, c'est un élément qui est apparu dans les derniers documents qu'ils avaient. Et notamment les yeux de la tireuse de cartes sont évoqués. Donc voilà, c'est l'idée aussi toujours de reprendre ces éléments. La voyante en elle-même, pareil, elle est décrite, hein, il y a une proposition dans le bouquin de la campagne, hein, Claudia Brazda, et comme d'habitude, elle est présentée sous les deux formats, c'est-à-dire soit une version néfaste, soit une version alliée. Donc là, il y a une version néfaste, une version inoffensive, une version alliée. Et donc voilà, j'ai essayé de faire, je me suis plutôt appuyé sur la version néfaste, mais en enlevant des éléments. Hein, donc j'ai essayé de prendre dans chacun des points, dans chacune des descriptions qui sont proposées, des éléments qui m'intéressaient. J'ai pas forcément gardé tout ce qui était proposé. J'ai fait un choix par rapport aussi à ce qui s'était déroulé auparavant et ce qui pouvait se passer. Là notamment, elle leur apporte une aide, hein, puisqu'elle va évoquer le grimoire de Modène. Pareil, ce grimoire de Modène n'était pas apparu auparavant, et je savais qu'il allait apparaître dans le document suivant. Donc c'est une façon d'annoncer aussi l'existence de ce grimoire par avance. Grimoire qui met en scène le thème de la gémilité. Donc ça me paraissait intéressant de reprendre ce point-là. Au niveau de sa description, il y a, je la décris en train de lire Shakespeare. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est proposé, hein, dans la campagne. À chaque fois dans la campagne, il y a trois petits détails qui sont proposés pour typer les PNJ. Donc là, en l'occurrence, les petits détails qui sont proposés pour Claudia, c'est 1. Flatte ses interlocuteurs en faisant semblant d'être d'accord avec leurs propos. 2. Lève les yeux au ciel devant la bêtise masculine. 3. Passe son temps à lire Shakespeare, traduit dans sa langue maternelle. Donc voilà, j'avais décidé de prendre ce troisième point parce que ça me permettait de réintroduire un livre et c'est quelque chose que je fais depuis le début de la campagne, hein, essayer de mettre en parallèle des éléments de la campagne avec différents livres. C'est quelque chose aussi que Lovecraft fait, hein, il évoque souvent d'autres auteurs dans ses nouvelles. Hein, ça permet aussi de donner la consistance, je trouve, à l'histoire, à ce qui se passe, surtout en se référant à des auteurs qui sont des auteurs comme ça connus. Ça permet de faire résonner aussi les thèmes de la campagne avec d'autres thèmes littéraires. Et là, notamment, par l'intermédiaire le fait de choisir Macbeth, c'est pas innocent non plus, puisque ça permettait de mettre en scène ces personnages des trois sorcières. Hein. Pareil, là, j'ai 3 PJ. On va voir que on a parlé avant dans un autre document d'une division en trois personnes. Voilà, c'est que ça permet de créer aussi un motif qui est déjà présent et qui va être réutilisé par la suite. Donc toujours par des petits détails.
en accumulant ce genre de petits détails, j'espère que ça peut provoquer quelque chose, une prise de conscience, ou en tout cas souligner ce motif-là. Voilà, donc elle fait un tirage de cartes. Alors ça, j'ai pris le parti de faire un véritable tirage de cartes. C'est-à-dire que les résultats qui sont obtenus par les joueurs, je ne les connaissais pas avant. Je n'ai pas trafiqué la pile de post-it avant, hein. Donc c'est vraiment un principe de tirage que je peux élaborer sur Miro. Et donc ils ont réellement tiré les cartes. À ce moment-là, j'ai découvert en même temps qu'eux les cartes qui arrivaient. Alors pour certains, c'était vraiment du pain béni, puisque ça rentrait vraiment en résonance avec des choses qui étaient mises en place. Et puis après, c'était à moi, encore une fois, d'essayer de réintégrer des éléments qui avaient déjà été mis avant, hein, en essayant de respecter l'idée de cette carte, et aussi d'annoncer les choses qui vont suivre. Donc là, pour Bancroft, le fou, le mat, hein, donc il fallait essayer de... Ça, c'était un peu plus délicat, je trouve, sur celle-là, de rebondir sur ce qui était proposé. Et après, l'idée, c'est de tenir compte de cette carte pour ce qui va lui être proposé par la suite, dans les séances suivantes, hein, de garder en tête qu'il représente un peu ce personnage-là. Pour Dorothy, la maison Dieu, c'est vraiment très, très facile, puisque il y a tout cet effondrement de ses certitudes. Et puis il y a ce que je trouve intéressant de cette carte, c'est qu'on a aussi deux personnages qui sont présents sur cette carte, qui chutent de la tour. Donc ces deux personnages pourraient tout à fait aussi être les acolytes, hein, de Dorothy. Et puis on a la papesse qui convient parfaitement, mais alors là parfaitement à Aurora Crimson, hein, qui est représentée avec un livre sur les genoux, et c'est un peu le rôle qu'elle a tenu jusque-là. Et ça tombe encore mieux, puisque Armitage, dans un des documents, est présenté comme ayant tiré, face à cette voyante, ayant tiré le pape. Donc là, vraiment, ça ne pouvait tomber mieux. Le hasard a très bien fait les choses, et ça permettait de renforcer encore les thèmes de certains motifs qui ont déjà été mis en place, ou des choses qui étaient déjà annoncées dans les documents. Donc c'était parfait. Donc voilà, elle lui reparle du grimoire de Modène, qui apparaîtra dans le document 7 par la suite. La scène ensuite du sabotage. La scène du sabotage, là où Pencroff se rend compte que ses freins ont été sabotés. Alors il n'y a pas vraiment de danger réel pour les personnages à ce moment-là, puisque là, il va faire un test de conduite, il a suffisamment de points pour gérer le test, hein. Le système Gumshoe permet, en gros, si on veut assurer un test, de le faire sans problème. Donc là, il n'y a pas vraiment d'enjeu à ce niveau-là. L'enjeu, il est plus sur ce qui se passe après, hein, c'est-à-dire sur le fait que maintenant, ils vont se sentir en danger, ils sont menacés. Il y a donc des gens qui ont... Je pense que c'est une des premières fois où, avec aussi l'affrontement avec Kittrell, là, ils sentent qu'ils sont menacés de nouveau, de par leur enquête. Donc, la raison aussi de ce sabotage, c'est que c'est annoncé dans le document 8. Hein. Dans le document 8, on évoque un sabotage des freins après la visite à la foire. Donc, je voulais le mettre en place aussi pour annoncer quelque chose qui allait être évoqué dans un document par la suite sous une autre forme. Voilà, toujours pour essayer de donner cet effet d'anticipation des documents. Donc voilà, le sabotage donne lieu ensuite à une grande dispute et à des échanges assez houleux entre les personnages, et donc ça leur donne une belle occasion de faire du roleplay et d'approfondir aussi les relations entre eux. Donc j'étais très content de la scène. Ensuite, donc, je fais apparaître les nouveaux documents, hein. Donc je vous avais dit, hein, que je continuais à les faire apparaître à un rythme assez soutenu, un rythme plus important que ce qu'ils peuvent enquêter, hein. Le but, c'est vraiment de créer cette tension et ce décompte qui s'accélère vers une échéance. Et donc, je leur donne aussi les pièces. Donc, pareil, il y avait eu une action qui avait été faite. Elles avaient réussi à convaincre
Monsieur Hyde, le propriétaire des entrepôts qui travaille avec la grande race de Yeet, de faire livrer une caisse. Donc je voulais que cette action-là ait un effet, un impact sur le jeu. Et donc j'ai dit oui, hein, j'ai accepté. Donc cette fameuse caisse soit livrée dans l'entrepôt. Et l'idée c'était aussi de leur donner, leur mettre entre les mains peut-être cette fameuse machine qui va être l'explication aussi, qui va donner l'explication de comment ces documents leur parviennent jusqu'à maintenant. Hein, ça c'est quelque chose qui est un peu laissé dans le flou au niveau de l'écriture de la campagne, qui est un peu laissé au choix du meneur. Et donc voilà, là j'ai décidé, vu l'importance que la race de Yeet avait prise là-dedans, puis tout l'impact que la race de Yeet a au niveau, toute la maîtrise qu'ils ont au niveau des flux temporels, voilà, sous cette forme de machine, et ça m'aurait aussi de réinvestir éventuellement le cylindre, mais ça vous aurez l'occasion de le voir par la suite dans la séance suivante. Voilà, donc c'était aussi, donc là, il y a eu aussi l'utilisation par Aurora Crimson de son petit pouvoir d'antiquaire, hein, le fait de pouvoir avoir un document. Donc elle a pu accéder au document, au grimoire du modem, en tout cas à la première édition. J'ai hésité, j'aurais pu lui donner aussi directement la version complète mais ça me semblait un petit peu pas forcément utile à ce moment-là, et ça me permettait aussi de garder quelques petites choses sous le coude par la suite, de temporiser un peu par rapport à tout ce qu'il peut y avoir comme élément magique dans ce grimoire. Hein. Donc là, elle avait toutes les informations sans les rituels, sans les sortilèges qui peuvent être dedans. Voilà un peu, donc encore une fois, hein, l'idée de tout ça, c'est d'essayer de réincorporer des choses qui ont été dites avant et d'annoncer des choses qui vont arriver après. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine session, qui sera sans doute riche en rebondissements, puisque là, on a laissé les trois personnages devant cette machine. Donc vont-ils l'utiliser, et si oui ou non, que va-t-il se passer, quel effet cela va avoir sur eux. Eh ben, ça, vous le découvrirez très bientôt. Voilà, je vous dis au revoir et je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour la suite de nos aventures.